Bien, la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale reprend donc ses travaux sur un nouveau thème qu'elle s'est choisi, à savoir le transport sanitaire, le transport de patients. En tant que coprésident de l'AMEX et rapporteur sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Didier Sartier, auteur du rapport Rénovation du modèle économique pour le transport sanitaire terrestre remis au ministère de la Santé et des Sports en septembre 2010. Je tenais tout à la fois à vous souhaiter bienvenue, Monsieur Sartier, vous dire que l'ensemble des parlementaires de l'AMEX n'ont pu être présents à cette séance d'audition dans la mesure où l'agenda parlementaire et le programme est assez chargé actuellement, l'actualité s'en fait suffisamment l'écho, et vous faire part de leur regret de ne pouvoir vous entendre sur le rapport que vous avez produit, qui fait référence. Le sujet du transport de patients est un sujet qui s'inscrit dans une brûlante actualité. La Cour des comptes a aussi produit un rapport il y a peu, et c'est la raison pour laquelle nous avons inscrit donc ce sujet, dans la mesure où finalement les enveloppes financières qui s'y rapportent, quelques 3 milliards, donc 8 pour 2012, constitue 2,1% des dépenses d'assurance maladie, avec une dynamique progression. Si on observe les chiffres entre 2001 et 2010, plus de 63% donc d'augmentation pour le transport sanitaire, alors que pour les autres postes de dépenses, l'augmentation n'est que de 39%. Alors, 4 grands facteurs sont souvent signalés, Monsieur le Conseiller général, pour en expliciter l'importance et le dynamisme de cette progression. C'est bien évidemment le vieillissement de la population, c'est l'augmentation donc de la population, notamment des patients affectés par des affections, touchés par des affections donc de longue durée, c'est la restructuration de l'offre, le regroupement des plateaux techniques, le développement des alternatives à l'hospitalisation lourde, à l'hospitalisation à domicile, les traitements ambulatoires, et enfin, est souvent noté, une augmentation d'une offre de transport qui ne privilégie pas forcément les dispositifs qui ont vocation à fournir une prestation qui soit la moins coûteuse possible, ou tout au moins qui privilégie l'établissement le plus proche. C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions, au-delà de ces constats, qui je crois sont assez partagés, avoir votre sentiment, et ainsi que les préconisations que vous formulez dans votre rapport, excellent, par ailleurs, notamment que ce soit au travers des problématiques liées au non-respect des référentiels de prescription, que ce soit au travers d'une réforme qui, je crois, est appelée par tous de ses voeux, du système de garde ambulancière, donc d'une amélioration, d'un renforcement d'une politique de contrôle, dans la mesure où le sujet, donc clairement de fraude, est tout à fait individualisé dans ce domaine, et pour lequel on ne peut pas laisser les choses perdurer. Enfin, peut-être un contingentement de l'offre mieux organisée, mieux construite pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Si vous voulez bien, M. Sartier, vous allez faire une présentation un petit peu synthétique de votre rapport, et puis nous échangerons au travers de questions-réponses sur les différents éléments que vous allez développer. Bonjour, merci de m'accueillir et de me permettre de présenter quelques éléments sur ces travaux qui pour moi sont déjà relativement anciens. Ils ont gardé une certaine actualité. Ils ont gardé une actualité, mais pour moi, ils sont un peu anciens, puisque depuis, j'ai travaillé sur beaucoup d'autres choses, mais peu sur le secteur, puisque je ne suis plus conseiller général des établissements de santé. À l'heure actuelle, je suis détaché en tant qu'inspecteur général à l'IGAS, et j'étais précédemment responsable de l'audit interne pour les ministères sociaux, donc sur un champ relativement différent que celui du seul secteur transport sanitaire. Et donc je m'excuse si par moment j'ai quelques oublis, ou disons manque de pertinence sur certains points, ou qu'il faut que voilà, je me remette un peu en mémoire, même si j'essaie de travailler un peu l'audition, j'ai pas nécessairement tous ces sujets en tête. Pour tout vous dire, je travaille aujourd'hui sur une mission sur la politique du logement, donc je suis vraiment sur autre chose. Mais alors, pour revenir sur je ne vais pas vous refaire une présentation globale du rapport. Néanmoins,
et vous avez évoqué déjà, et c'est important de le dire, le fait qu'il y a une dynamique dans les dépenses de transport qu'il faut prendre en compte et qui me paraît aussi important à prendre en compte dans la manière de travailler sur cette politique pour ne pas focaliser sur tel ou tel acteur a priori au départ pour dire oulala, vous êtes les méchants, vous travaillez mal, enfin, parfois comme ça peut être perçu et comme pendant un certain temps finalement les choses pouvaient être perçues alors que le sujet est plus complexe que ça. Il y a une évolution inéluctable des dépenses liée au vieillissement de la population, liée à l'évolution d'un certain nombre de pathologies et de leur prise en charge, dont on se réjouit tous d'une certaine manière. Et c'est bien pour cela, quand on voit d'ailleurs le poids des dépenses liées aux pathologies associées au cancer, on ne peut que se réjouir à ce stade qu'on ait des solutions pour y répondre. Et finalement, dans cette hausse de dépenses de transport, on ne trouve que la réponse, l'indice de la réponse que l'on a par rapport à ces problématiques-là. Alors, le fait que ça progresse plus vite que l'ensemble des dépenses, c'est bien lié au fait qu'on regarde sur un micro-secteur, finalement, puisque c'est essentiellement d'ailleurs des ALD qui, essentiellement, hein, c'est pas les seuls, mais en masse, c'est quand même 80% ou plus maintenant. 85%. Maintenant, c'est versé à 85%, donc ça progresse encore. Donc on est encore dans ce phénomène où c'est finalement une petite portion de la population. On est à 8%, je crois, des assurés qui recourent au transport. Donc c'est après, évidemment, quand on regarde sur une petite portion et qui sont justement la portion dynamique, c'est normal que l'on trouve des progressions plus importantes que la progression moyenne, où heureusement on a un certain nombre de patients qui recourent peu au système de santé. Et pour 65 millions de transports. Voilà, et on voit bien en plus que ce n'est pas des petits chiffres, puisque ce n'est pas un recours, mais une moyenne assez importante de nombre de recours par an. Donc on est bien sur cette dynamique-là, je dirais, de patients fidélisés. Donc c'est ce qui explique que une fois qu'on a bien compris ça, on peut comprendre que la dépense peut progresser plus vite que la tendance sur le reste des dépenses. Et ça, c'est important sur la manière de réfléchir, puisqu'en même temps, ça veut dire qu'il faut réfléchir à un système. Bon, évidemment, il faut travailler à une meilleure prescription, parce qu'on sait que le référentiel de prescription est finalement pas très ancien. 2006, bon, maintenant, ça progresse par rapport au moment où j'écris mon rapport, mais néanmoins, il faut continuer à travailler à sa bonne application, voir sa révision. On peut déjà passer à... Il a été un petit peu modifié, mais très peu. Voir à ses révisions pour s'assurer justement qu'on reste dans ce que l'on souhaite prendre en charge et à quel niveau. Finalement, les taux de prise en charge ne sont pas inéluctables non plus, on peut y réfléchir. Est-ce qu'on est au bon niveau pour toutes les pathologies, pour tous les éléments, pour tous les types de transports, selon les situations? On pourrait imaginer de réfléchir à tout ça. Et donc d'améliorer encore finalement le périmètre d'utilisation du transport sanitaire. Ou du transport de patients, je devrais dire, puisque pour pas qu'on me fasse dire ce que je ne veux pas du tout dire, il y a un certain nombre d'acteurs dans le jeu, et au cas de ce qu'est la définition du transport sanitaire, on est bien sur le transport de patients. Donc ça, évidemment, c'est un point qu'il faut travailler et ne pas hésiter à remettre en réflexion sur savoir si le référentiel de transport de 2006, après sa mise en place, ne nécessite pas un peu de révision et pour finalement qu'on s'accorde tous sur ce que l'on souhaite prendre en charge. Mais le deuxième aspect, avec le nombre d'ailleurs les nombres que vous avez évoqués, on est sur finalement une activité de masse. Même si ça ne concerne pas beaucoup de population, on est sur une activité de masse. Et donc ce sur quoi on peut essayer d'agir, c'est hors urgence, qui est un secteur un peu particulier, qui ne représente d'ailleurs pas une part importante dans les coûts, mais hors urgence, on est sur une activité de masse et qui nécessite donc de réfléchir à son optimisation et à rendre
les choses les plus efficientes possibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'essayer de réduire les coûts de ces transports, et donc quelque part les coûts pour les transporteurs sanitaires, ou les transporteurs, excusez-moi, à chaque fois je vais essayer de ne pas me tromper, les coûts pour les transporteurs. Et c'est dans ce sens-là qu'il est important de travailler à l'organisation du recours au transport, avec les différents volets qui peuvent exister. D'une part, la manière dont, puisque ce sont les premiers aussi demandeurs, les établissements, enfin les prescriptions faites au sein des établissements, puisque ce sont les premiers demandeurs, et finalement le développement de l'ambulatoire, tant l'ambulatoire fait à l'hôpital, enfin, tout ce qui est hospitalisation de jour, je devrais plutôt dire, peut ou risque encore de renforcer ce côté-là, avec, d'après les derniers éléments que j'ai vus, la part des prescriptions établies en établissement de santé continue aussi de progresser. 63% voilà, en matière de prescription de la part des professionnels de santé. Donc ça continue encore de progresser. Et ça peut être d'ailleurs lié à la part de l'hospitalisation de jour et aux différents éléments que j'ai évoqués, puisqu'aujourd'hui tout ça est quand même fait essentiellement en établissement de santé, les principales pathologies concernées. À partir de là, il est important de pouvoir faire en sorte que la demande de transport, qui est dans la manière dont on rembourse, donne l'impression qu'elle est une demande de transport d'un particulier, et en fait organisée par relève d'un établissement, et donc il est important de pouvoir organiser cette demande de transport, puisqu'on est maintenant sur une demande de masse, et qui, je dirais, comme dans tout problème logistique, puisqu'en fait on est sur un problème logistique, au-delà du fait, évidemment, il faut bien prendre en charge les patients, mais c'est quand même beaucoup un problème logistique, réussir à améliorer la manière dont on fait cette demande et la manière dont on peut y répondre, avec des facteurs très très importants qui sont d'ailleurs aussi liés au mode de tarification du transport, qui sont assez logiques, de faire en sorte que les temps d'attente soient le plus faibles possible. À quoi ça sert de faire attendre un ambulancier ou un taxi d'attendre que la sortie d'hospitalisation se fasse, ou de convoquer un horaire qui n'est pas le bon. Donc ça, c'est des éléments importants. Donc ça peut supposer des réorganisations un peu des établissements pour permettre que finalement la jonction entre les soins et le recours au transport se fasse dans de bonnes conditions, ce qui ne veut pas dire nécessairement immédiatement. Enfin, ça, c'est aussi des organisations internes sur lesquelles je vais revenir. Donc ça, c'est un point important. Ça peut être aussi justement l'organisation des rotations régulières programmées à l'avance, ne pas recourir au dernier moment. On sait tous, dans toute l'économie du transport, c'est comme ça que ça se passe. Le programmé est toujours plus facile à organiser et donc toujours moins coûteux que le non programmé. Tout à fait. Et tout ceci, en fait, dans le cadre de ces remarques, en effet, de plein de bon sens, visant à avoir une appréciation globale et non de façon horizontale et non point verticale. Quelle est votre réflexion sur justement les propositions ou les préconisations qui ont été formulées, à savoir finalement l'inclusion du poste budgétaire transport de patients dans le budget de l'hôpital, comme l'a été proposé dans certaines expérimentations, mais qui, le moins qu'on puisse dire, n'ont pas véritablement prospéré. Et aussi, puisqu'on est dans cette logique que vous évoquiez, c'est-à-dire quand même un transport de masse avec finalement une concentration sur un nombre relativement réduit de prescripteurs professionnels de santé dans les établissements de soins, qui pourrait légitimer toute une série d'appels d'offres pour justement optimiser, rationaliser l'offre mise à disposition dans le cadre d'une logique donc de dispositifs qui soit tout à la fois adapté au handicap et qui soit conforme à suivre des préconisations favorisant le transport le moins coûteux. Alors, je l'évoque dans mon rapport sur le fait que finalement, à un moment donné, et implicitement la manière dont je le dis, il y a une logique à donner le financement à ceux finalement qui sont demandeurs, organisent ces besoins de transport,
et d'une certaine manière, le transport concourt aux soins. D'ailleurs, le choix, dans certains cas, peut être lié justement parce que la personne vient d'assez loin et que finalement, si on n'utilise pas, si on ne fait pas juste rembourser le transport en commun, c'est que on en revient à des conditions trop compliquées pour la personne elle-même. Donc on est bien dans un système où, à un moment donné, le transport est un élément du soin. Par rapport, et donc à partir de là, il est évidemment envisageable, je l'évoque dans mon rapport, d'intégrer ces coûts de transport finalement dans l'acte de soins, si on prend le volet hospitalier, pour faire simple. Alors on sait tous, quand on fait ça, ça ne conduit pas nécessairement immédiatement à des économies, parce que si les établissements parce que d'abord la réorganisation au sein d'établissements ça prend du temps, faire des appels d'offres et savoir acheter un produit, parce que ça revient après quand on fait un appel d'offres, être en capacité et de savoir bien acheter. Et des économies, monsieur Saint-Hilaire, vous prêchez des convaincus. On sait tous que les réformes structurelles ne génèrent ou ne dégagent des économies que dans un délai de 3 à 5 ans, dans le meilleur des cas. Et que pour être dans les logiques court-termistes, en dehors de la diminution de points en matière de remboursement, on voit difficilement dans les 6 mois quelles sont les marges de manœuvre que l'on peut voir se dégager. On le sait tous. Disons les choses telles qu'elles sont. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, fort justement, c'est que, en effet, pour être tout à la fois cohérent par rapport au respect finalement donc de référentiels qui sont relativement récents et qui n'ont pas complètement infusé finalement dans la communauté donc des prescripteurs, qu'ils soient tant en secteur de ville qu'en secteur donc d'établissement de soins, il est certain que la concentration de la prescription dans l'établissement de soins, la pédagogie peut en être faite peut-être de façon plus systémique, avec un effet masse, dans la mesure où il y a tout à la fois une budgétisation à l'intérieur de l'établissement de soins, avec la capacité donc du statut du prescripteur par rapport à sa hiérarchie, et la nécessité donc d'en généraliser les modalités pour répondre tout à la fois à ce souci de contrainte budgétaire, mais bien évidemment en ne faisant en sorte que ça ne puisse pas être au détriment de la santé de nos concitoyens, puisque en effet, vous le soulignez fort justement, ça serait inscrit dans un parcours de soins et du dispositif de prestation au service de nos concitoyens. Donc juste pour poursuivre sur ce volet-là, il y a un certain nombre de conditions qui doivent pouvoir être réunies au sein des établissements pour que ça puisse être plus efficace. Et parmi celles-ci, d'ailleurs comme pour toutes les économies qu'on espère générer au sein de l'établissement, finalement le poste transport n'est pas différent des autres postes sur lesquels on essaye aussi d'améliorer l'efficacité et l'efficience des établissements. Et notamment, c'est outre, parce que ça c'est relativement facile à faire, c'est relativement facile à faire d'essayer, encore que, il faut acheter, il faut organiser la demande de transport, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir, puisque si ça devient un coût pour l'établissement, être capable d'établir des coûts complets de soins et donc d'avoir une comptabilité interne qui permette une quantité interne des établissements qui va permettre finalement le dialogue au sein de l'établissement pour trouver les voies et moyens d'améliorer la situation. Par exemple, voilà, et qui aujourd'hui encore n'est pas encore, on n'a pas encore ces conditions-là. Analytique. Mais voilà, mais tout ça est un peu lié. Le volet interne, il faut aussi être capable de réorganiser un certain nombre d'éléments, de discussions internes sur l'organisation des sorties. On sait que c'est aussi un vieux serpent de mer d'une certaine manière et qui met pas mal de temps à progresser. Donc c'est tous ces éléments-là qui, à un moment donné, devraient permettre aussi, donc du coup, de mettre davantage sous tension le système transport de patients lorsqu'il s'agit
Mais néanmoins, on a, comme je le disais tout à l'heure, l'avantage d'être sur des secteurs finalement, où il n'y a pas tant de monde que ça de concerné, et on pourrait, c'est ce que j'évoquais dans mon rapport, démarrer dès à présent sur un certain nombre d'actes bien identifiés, ou pour lequel, en quelque sorte, là il y a peu d'acteurs, donc pas besoin de beaucoup de comptabilité, où il n'y a pas besoin de beaucoup d'éléments, pour être capable simplement de regarder la chaîne, puisque notamment, moi je pensais aux dialyses, qui est un poste important, avec des coûts 5 grandes très pathologies importants, qui voilà, qui est une des 5 pathologies les plus consommatrices, et en plus les plus consommatrices en nombre de transports annuels. Donc à partir de là, c'est tout à fait un secteur sur lequel on pourrait imaginer un certain nombre là d'expérimentations ciblées et qui ne nécessite pas tout un système interne hospitalier complètement rénové, dont on espère qu'il sera rapidement mis en place, mais qu'il ne le sera pas nécessairement à court terme. Nous en sommes d'accord, monsieur Sartier, mais la MEX existe depuis 2004. Nous en fait le constat, vous êtes un IGAS, vous avez donc une certaine expérience du fonctionnement de l'administration française ou simplement de la fonction publique et une connaissance de la complexité finalement de notre système de protection sanitaire et sociale. Or, ce sujet est déjà dans nombre de rapports et donc on le voit bien, on peut se demander pourquoi finalement ça n'a toujours pas été mis en place. Parce que ce soit la logique du parcours de soins, que ce soit la cohérence au travers du développement ambulatoire, mais à l'intérieur donc d'une coordination des différents acteurs, que ce soit le sujet de la gouvernance entre désormais l'autorité que constitue l'Agence régionale de santé et qui donne les agréments et par voie de convention les caisses primaires d'assurance maladie sur les différents types de transporteurs, hein, c'est-à-dire d'un côté les ambulances, de l'autre côté les VSL, et donc une offre qui finalement est désarticulée, enfin qui est trop construite et ne s'adapte pas véritablement aux besoins tout à la fois des patients et donc de nos capacités budgétaires, tout en finalement se méconnaissant au titre des autorités dans le cadre de la gouvernance, c'est-à-dire entre ARS et CPM, et enfin avec une logique donc de prescripteurs qui finalement ne suivent pas de façon très adaptée les référentiels donc de prescription, alors que du fait de l'importance du dispositif, ceci expliquant d'ailleurs peut-être cela, aboutit finalement à une non mise en œuvre de constats donc partagés. Si je reprends les conclusions donc de la Cour des comptes sur finalement quelques 3,8 milliards donc que j'évoquais initialement dans mon propos, eh bien, il y a quelques 450 millions d'euros qui pourraient être économisés. Alors certes, pas dans des dispositions en effet de court terme, quoique si on observe la ventilation donc des économies potentielles qui soient susceptibles de dégager, la Cour des comptes nous fait une évaluation à quelques 220 millions d'euros pour non-respect du référentiel de prescription, 100 millions d'euros pour finalement la nécessaire, enfin un système de garde ambulancière qui est quand même assez inadapté, avec ces dispositifs en doublon, des conventions quelque peu confuses, voire en termes de contrôle de légalité assez aléatoires dans leur rédaction, où les autorités de la concurrence ou même les comités départementaux de lutte contre la fraude ont, semble-t-il, quelques peines à progresser. Et enfin, en ce qui concerne la politique de contrôle et liquidation de factures, une économie à hauteur de quelques 120 millions d'euros, soit de 450 millions d'euros, ce qui veut dire qu'on n'est pas loin des 15% donc d'économie sur le volant donc des dépenses au titre de transport de patients. Alors, c'est vrai que c'est assez intéressant de regarder la vitesse à laquelle les choses progressent dans ce secteur. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à une expérimentation de 2008 dont le décret devrait prochainement sortir, si j'ai bien compris, des expérimentations successives plus ou moins mises en œuvre, celle inscrite dans le PLFSS 2013, pas démarrée ou qui démarrera peut-être pas, si j'ai bien compris, une expérimentation 2014, une nouvelle qui va peut-être démarrer. Vous avez affaire, alors là je vais revenir d'ailleurs par rapport à mon expérience juste antérieure d'auditeur interne au sein des ministères sociaux.
Vous avez affaire à un secteur santé qui est particulièrement éclaté, vous le savez bien, avec un nombre d'acteurs rien qu'au niveau central, même si on a construit les ARS au niveau régional, on en a encore deux, enfin deux ou plusieurs avec les CEPAM, et même on l'évoque sur ce sujet-là, rien qu'au niveau régional, sur les transporteurs, il y a déjà 2 acteurs dont on pourrait penser qu'ils pourraient être davantage encore en synergie, voire même un seul acteur sur un certain nombre de points, notamment on comprend bien que c'est dans la logique de notre système actuel que les négociations tarifaires se fassent au niveau des CEPAM, mais si on veut une organisation générale, les ARS étant ce qu'elles sont, ça aurait très bien pu être au niveau où on aurait pu aussi finalement être un peu plus ambitieux et considérer qu'on peut aussi donner des éléments tarifaires à une ARS qui est, je dirais, partagée État assurance maladie. Pour un, je dirais, quand on est sur un finalement relativement petit secteur, on peut essayer de réduire le nombre d'acteurs. Maintenant, si je prends au niveau national, vous avez 3 acteurs avec à peu près autant de personnes qui travaillent dans chaque direction, pour les avoir entre la DGOS, la DSS et l'assurance maladie. À chaque fois, c'est 1 à 1,5 personnes qui travaillent sur le secteur. Bon, tout ça fait que ça va très très lentement et des coûts de coordination très importants, très très importants. Chaque acteur étant pris par sa propre dynamique, évidemment, sa propre stratégie, au regard de l'ensemble des sujets, eh bien, la capacité de se mettre d'accord sur un sujet est très très longue, sans parler du fait que parfois il faut se mettre d'accord avec d'autres ministères, ce qui est normal. Mais donc du coup, on a un système très éclaté, et quand on est sur des relativement petits secteurs de ce type, sachant que d'ailleurs, du coup, si je prends la DGOS, le bureau qui travaille sur ce sujet travaille sur tout le reste de l'efficience, en quelque sorte. Donc évidemment, le transport, c'est pas grand-chose à côté de ça. Alors j'ai vu d'ailleurs avec plaisir aussi que la NAP maintenant travaillait sur les aspects de transport sanitaire. Quand j'évoquais à l'époque, j'avais même pas une fin de non-recevoir en quelque sorte, c'était pas à l'ordre du jour, alors que c'était déjà à l'ordre du jour des économies, mais c'était pas à l'ordre du jour de l'amélioration de l'organisation. C'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'il y a tous les ans maintenant au programme de la NAP un certain nombre de travaux sur le transport sanitaire. Mais vous avez quand même un relatif... oui, il y a des travaux qui ont été faits à la NAP sur le transport sanitaire qui, à mon avis, méritent d'être regardés au cours des toutes dernières années, et encore des choses au programme 2014, si je ne me trompe pas. Donc vous avez un gros éclatement qui nuit vraiment à la performance publique, en quelque sorte, d'amélioration des situations. Si vous prenez les ministères sociaux, je fais exprès de prendre le champ large sur lequel j'ai travaillé précédemment, en gros, vous avez une direction par sujet. L'emploi, c'est une direction, le sport, c'est une direction, je fais exprès d'aller très loin, la jeunesse, c'est une direction, et ainsi de suite. Le travail, c'est une direction, et vous allez sur la santé, vous avez déjà 3 directions. Bon, je prends juste ce point-là. Et je n'ai pas parlé de l'assurance maladie quand j'ai dit 3 directions. Mais j'entends bien. Mais pour en revenir justement à cette logique de transport qui est quand même l'objet de notre attention, on a bien compris, vous prêchez des convaincus quant à la complexité du système qui génère son inertie et la lourdeur de sa mise en œuvre. Et il n'empêche qu'il y a quand même des éléments qui sont relativement bien informés, alors que, en effet, on rappelle fort justement l'éclatement des centres de décision, l'absence d'information ou de passage d'information entre une ARS et une caisse primaire d'assurance maladie et qui pose des problèmes d'exploitation de données pour l'établissement donc d'une politique tarifaire. Les réflexions aussi issues d'un rapport parlementaire qui était paru dans les années 2009 sur le coût des SDIS, services départementaux d'incendie et de secours, par nos collègues Chinesta, Desrosiers et Mariani, en tant que rapporteur, et Tron Habib en tant que président. Quelle est votre réflexion qui aussi rejoint le rapport de la Cour des comptes donc 2012, qui nous évoque justement ce sujet, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle la garde ambulancière, quelle est l'articulation ou quel est le système le plus pertinent, le plus rationnel, compte tenu finalement de la mise à disposition de moyens qui sont existants, l'enveloppe
donc, qui est consacré sur les services départementaux donc d'incendie, de secours, tourne aux alentours des 4,5 milliards. Désormais, c'est à peu près 15% de l'activité de ces services départementaux qui est affectée à leur cœur nucléaire, leur mission d'origine, c'est-à-dire la lutte contre les sinistres et les incendies, et finalement quelques 60 à 65% au titre de secours à la personne, qui finalement se recoupe quelque peu avec le transport des patients. Et dans le cadre de dispositions conventionnelles qui lient les caisses primaires d'assurance maladie aux transporteurs sanitaires en association avec les agences régionales de santé sous couvert du représentant de l'État, c'est-à-dire le préfet, et où on voit que finalement la forfaitisation de quelques 350 € par garde avec une enveloppe affectée pour chaque déplacement la nuit et pour ces gardes de 24 heures, eh bien, génère dans des secteurs ou dans des départements, dans des territoires, eh bien, un nombre de déplacements relativement modeste qui en rendent cette convention relativement onéreuse, même si globalement, par rapporté aux 3,8 milliards ne sont pas d'importance, témoignent, sont un reflet finalement d'une absence de rationalisation des moyens. Quel est votre sentiment sur des secteurs où il y a finalement statistiquement peu de nécessité d'avoir une garde ambulancière, le fait d'utiliser les moyens déjà existants, c'est-à-dire les services de secours et d'incendie, afin donc d'être dans cette logique d'optimisation? Alors, pour moi, il n'y a pas de réponse univoque à cette question, et ça dépend vraiment des territoires. Ça me permet d'évoquer le fait que, comme pour beaucoup de sujets, il est vraiment important de pouvoir avoir, et les ARS sont un élément favorable à ça, quand même, d'une certaine manière, une réponse qui puisse être adaptée au territoire et avec finalement un pilotage régional qui est certainement à un niveau adéquat pour réfléchir à ces sujets. Aussi qu'il y ait une coordination entre les SAMU et les SDIS. Alors, non, ça c'était le point de vue. Ce qu'on puisse dire, c'est que les plateformes communes 15-18 ne sont pas complètement généralisées sur l'ensemble du territoire. Ça, c'était le point de vue juste général. Maintenant, je reviens sur si je ne m'abuse, il y a une quinzaine ou une vingtaine de départements qui en sont correctement dotés, ce qui, sur l'ensemble de la nation, est quand même laisse particulièrement perplexe, pour ne pas dire irritant. Oui, alors je ne voudrais pas rentrer trop sur ce sujet qui a fait l'objet de nombreux rapports, et puis encore des rapports en cours, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Notre présidente de la commission, Madame Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales, comme vous le savez, mène une mission sur la permanence des soins, et le secteur du transport, bien évidemment, fait partie donc de leur réflexion. La raison pour laquelle nous avons une bonne articulation entre les deux structures. Donc je ne vais pas rentrer sur ce débat-là, mais vous avez raison de dire qu'on est encore loin d'une organisation efficace sur ce sujet-là, avec une complexité plus forte que si vous rajoutez la problématique de permanence des soins. Il n'y a pas que la problématique de l'urgence avérée, en quelque sorte, mais l'ensemble de l'urgence perçue, et qui fait que ce n'est pas simplement un sujet SAMU-SDIS, mais un sujet plus général, y compris en intégrant le sujet permanence des soins. Pour revenir au sujet de quel type de recours et quelle organisation sur le transport urgent, il n'y a pas de réponse univoque. Et à nouveau, si on raisonne en matière d'efficience, je laisse d'un côté, puisque c'est d'ailleurs au SAMU de faire cette régulation, le transport médicalisé SMUR, qui n'est pas là au SAMU de savoir ce qu'il faut envoyer à quel moment, et avec ce besoin de coordination évidemment entre SDIS et SAMU, et donc les plateformes communes doivent permettre cette coordination. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Sur le type de recours entre SDIS, enfin, pour faire court, véhicules pompiers ou transporteurs sanitaires, je pense que le référentiel qui est le référentiel de pré-urgence hospitalière qui a été établi, je crois, en 2009, si je ne me trompe pas,
paraît un bon produit qui peut-être nécessitera des évolutions, mais en tout cas précise bien les choses. Mais néanmoins, derrière ça, il faut être en capacité de le mettre en œuvre dans de bonnes conditions. Et dans de bonnes conditions, ça ne veut pas nécessairement dire, comme vous l'évoquiez implicitement, dans les zones où il n'y a pas uniquement dans les zones où il n'y a pas de possibilité de recours finalement à un transport efficient, style ambulance, pourquoi pas recourir au SDIS, mais je rappellerai juste que le SDIS, même si le coût est caché, c'est un coût quand même plus important par transport. C'est 4 personnes dans le véhicule, et ainsi de suite. En effet, les chiffres qui sont fournis par l'Association des départements de France, qui évoluent, suivant les rapporteurs, entre 230 et 1100 euros, puisque l'armement est en effet radicalement différent. Mais dans cette logique, en effet, il s'inscrit la nécessité donc d'avoir des véhicules qui sont dits armés, c'est-à-dire dotés de 4 collaborateurs, enfin 4 personnes, qui sont susceptibles de s'adapter du transport de sa patient à une urgence au titre de recours sur sinistre. La question est peut-être en effet éventuellement de se poser s'il n'y a pas une notion de ventilation sur l'allègement donc de cet armement en fonction de la mission qui est impartie. Ça pourrait être pas totalement absurde dans sa philosophie. Alors, dans les zones où le recours au SDIS apparaît nécessaire, ça peut être d'ailleurs une piste, qui consiste à dire si finalement on a ce service public du transport urgent à organiser, parce que on a la possibilité, comme toujours dans un service public, de recourir soit des moyens privés, soit des moyens publics, mais dans tous les cas, on a la nécessité d'adapter ces moyens aux besoins. Quel que soit et donc à partir du moment où ça devient à nouveau des volumes importants, on doit être en capacité de différencier les choses. Alors quand c'est des volumes faibles, je veux bien croire qu'il ne faut pas le faire, parce que le coût de différenciation va être plus fort que le fait de... Bon, il y a toujours des situations de ce type. Mais après, sur le territoire, et y compris pour ce que j'évoquais tout à l'heure, et sur lequel je n'ai pas encore tout développé, en matière de réduire le coût, réduire le coût du transport sanitaire, c'est réduire le coût de l'entreprise, enfin de chaque transport, de pouvoir mobiliser des véhicules la nuit, notamment les ambulances. Je crois qu'il ne faudrait pas que l'on s'en prive, en quelque sorte, parce que, l'utilisation du capital, en quelque sorte, autant la maximiser. Et donc, à partir de là, si dans des zones où, et il y en a quand même beaucoup, relativement denses, où on a, et ça va plutôt augmenter d'ailleurs, où on a des transporteurs privés, dans l'économie générale de l'entreprise, de chaque entreprise, on peut comprendre on puisse aussi les susciter dans le cadre de l'urgence, d'autant qu'ils ont, notamment pour les équipages ambulanciers, un certain nombre de formations qui ont été augmentées et qui permettent certainement de répondre aux besoins. Donc il faut surtout pas à mon sens, il ne faut surtout pas écarter cette piste-là et de se dire on va recourir aux SDIS, c'est pas voilà, ce n'est qu'en dessous d'un certain seuil. Et en revanche, avoir une garde généralisée telle qu'elle est organisée aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On doit être, et c'est pour ça il faut descendre au niveau régional, voire infrarégional. Le niveau régional peut l'organiser et ensuite, évidemment, l'adapter au niveau infrarégional. On doit être capable, selon les secteurs, qui sont certainement à redéfinir, d'adapter le besoin et le type de garde pour répondre, finalement, revenir à l'objectif initial d'avoir ce service public du transport urgent et de trouver les meilleurs acteurs pour le faire. Trouver les meilleurs acteurs, c'est d'avoir des acteurs efficients, c'est d'avoir des acteurs responsabilisés et sur lesquels on puisse compter. C'est pour ça que dans la petite élément qui consiste à dire si quelqu'un s'engage, il s'engage. Oui, mais au-delà de cette posture, comme cela a été constaté par de nombreux rapports, l'offre de transport de patients est partimement développée et la logique donc des plafonds
affectée à chaque territoire, et parfois quelque peu discutable. C'est ce qui a été évoqué par vous-même, par la Cour des comptes, et que ce soit au titre d'un plafond global dont on pourrait imaginer qu'il soit un peu plus affiné au travers d'un double plafond, tout à la fois pour les ambulances, mais aussi pour le TAP, le transport assis personnalisé, qui se répartit entre véhicules sanitaires légers et taxis, dont on voit qu'il y a une préférentialité au profit donc, de taxis pour des raisons que ce soit tarifaires ou autres, et un système de vase communicant entre les ambulances et les VSL qui s'inscrit plus dans des logiques économiques que dans des motivations d'ordre strictement sanitaire, ce qui n'est pas satisfaisant, pour ne pas dire tout simplement inadmissible, compte tenu de cela. Et quand cette offre est donc mal construite, mal adaptée aux besoins du patient, il y a la nécessité de trancher, de rationaliser. Et c'est la raison pour laquelle les ARS, qui, comme vous le disiez fort justement, sont totalement légitimes, et le fait qu'il y a un bon couplage qui soit plus efficiente tant en termes de passage d'informations entre l'ARS et la Caisse primaire d'assurance maladie, mais aussi la sélection des entreprises de transport de patients pour avoir justement une offre professionnelle. Alors, je ne conteste pas le professionnalisme des transporteurs de patients, mais il faut que ça s'inscrive dans un strict respect, notamment des lois de la concurrence. Et que la garde, qui est en termes donc, de transport, notamment de nuit, semble-t-il, les standards sont finalement, dans un certain nombre de cas, assurés par ces mêmes entreprises de transport sélectionnées. Ce qui n'est pas forcément une condition de transparence la plus équitable quant à la capacité à assurer ces missions. Je n'ai pas compris votre question. C'est-à-dire que sur le sujet donc, des gardes sanitaires donc, qui se font par voie conventionnelle, l'affectation donc, de cette garde, la capacité à assurer cette garde, et notamment en termes donc, de tenue des standards pour ventiler les appels, se fait au profit de ces mêmes entreprises qui sont sélectionnées. Est-ce que cette position, où tout à la fois celui qui reçoit l'appel et qui après le répercute sur telle ou telle entreprise de transport, vous semble satisfaisante, ou vous semble-t-il qu'il y faut une déconnexion? Je ne suis pas bien sûr de comprendre votre question, je dois dire. Dans certains départements, vous avez des conventions qui ont été signées sous l'égide du préfet, de l'ARS et des caisses primaires d'assurance maladie, donnant à tel ou tel type de société de transport la responsabilité d'assurer cette garde ambulancière, la nuit notamment. Oui, de faire la ventilation entre transporteurs. C'est ce que je viens de vous dire. Et donc, ils sont tout à la fois dans la logique où ils tiennent le standard, assurent la ventilation pour envoyer les appels. Et donc, est-ce que cette position un peu de juge et parti, si je puis me permettre cette expression, vous semble satisfaisante, ou vous semble-t-il qu'il faudrait le déconnecter par le biais éventuellement de ces notions de plateforme commune que on évoquait de concert tout à l'heure? Moi, j'avoue que je n'ai pas trop de soucis avec ces plateformes qui, en plus, à nouveau, là, en termes d'éléments d'économie, en termes d'organisation, peuvent être voisines de plateformes qui peuvent exister la journée aussi, au passage. Donc c'est à peu près le même type de travail, sauf que là, ça se fait avec des partenaires, en quelque sorte. À mon sens, ça ne pose pas de difficulté à partir du moment où l'ensemble des éléments sont tracés. Et aujourd'hui, c'est quand même pas très compliqué de tracer un appel et de savoir à qui il a été répercuté, à quelle heure il a été appelé, est-ce que la personne a répondu, pas répondu. Et ça peut être assez transparent. Et à partir du moment où c'est tracé et que les règles initiales sont bien inscrites de savoir qui répond à la garde ambulancière, qui est présenté de nuit, quel type de réponse il a, et donc du coup, moi ça ne me pose pas de souci qu'un acteur, suite à éventuellement un appel d'offres, si nécessaire, s'il y a plusieurs acteurs qui veulent le faire sur le territoire, puisse, même si cet acteur est aussi par ailleurs transporteur sanitaire, procède à cette seconde régulation, en quelque sorte. Il y a la régulation qui est faite par le SAMU, et puis après il est question de trouver le bon transporteur. Enfin, en tout cas, le transporteur qui va permettre de répondre de manière plus efficace que, je dirais, le régulateur SAMU qui n'est pas nécessairement... Enfin, s'ils arrivent à s'organiser entre eux, les transporteurs sanitaires, c'est pas plus mal.
Pour moi, ça ne pose pas de problème à partir du moment où les choses sont tracées. Puisque vous avez normalement derrière ça des reportings qui peuvent être faits, voire des discussions dans le cadre de comités X, Y ou Z, et qui vont permettre d'identifier si l'acteur en question, celui qui procède à cette ventilation des transports, ne respecte pas, je dirais, le contrat. C'est pour ça que ça ne me pose pas vraiment de difficulté, puisqu'il agit, c'est encore un service bien identifié, et à partir du moment où on a trace de ce qui se passe, ça ne doit pas poser de problème, et la trace, elle doit exister, puisque ces appels, ils sont pas, c'est pas des appels spontanés qui arrivent vers ce centre de ventilation, mais qui arrivent au SAMU ou au SDIS au pire, et donc qui sont tracés par un acteur indépendant, de toute façon. Mmh. Non, si je vous pose la question, c'est que nous avons connaissance de dossiers particulièrement étayés et renseignés, qui ont été l'objet de plaintes auprès des parquets et où le débours financier se chiffre par millions d'euros, montrant que cette posture théorique n'est pas forcément adaptée aux besoins de la nation, des patients et de la bonne gestion de l'argent public. Alors, sur ce point-là, ce qu'il faudrait regarder, c'est mais quels ont été les actes, enfin, ceux que j'évoquais comme acteurs. Est-ce qu'à un moment donné, puisque ce service quelque part est un déport de ce qui est normalement du rôle du SAMU que de trouver le prestataire idoine pour faire le transport. C'est finalement à ces acteurs-là, entre l'ARS et le SAMU, de s'assurer que celui qui assure cette ventilation respecte le contrat. Donc si vous n'avez pas les rendez-vous réguliers, si vous n'avez pas les reportings réguliers et que personne ne regarde ce qui se passe, comme toujours, vous pouvez avoir dérives et mais ça, voilà, mais pour moi ça relève de ce niveau-là. Et ce qui serait intéressant de regarder à ce niveau-là, en termes, je dirais, d'enquête plutôt administrative, du coup, c'est de comprendre pourquoi on a laissé le système dériver, en quelque sorte. Parce que là, il y a peut-être aussi quelques leçons à tirer. C'est pas uniquement c'est toujours pareil en matière de fraude, on donne parfois les conditions de la fraude. Alors en effet, cette dernière remarque montre que finalement, en donnant les conditions de la fraude, ça fait remonter le niveau de responsabilité puisqu'elles se font sous le contrôle du préfet, du directeur général de l'RS ou de l'RH dans l'ancien dispositif. Nous en sommes bien d'accord, nous avons bien noté le sujet et votre remarque pertinente. Quel est votre sentiment sur le concept de la liberté finalement de choix du patient, de son transporteur, qui est un peu une expérimentation, une extension, une espèce de généralisation du principe de liberté de choix de son praticien, et par analogie qui a dérivé sur le transport de patients, et un principe législatif qui est celui du choix du mode de transport qui privilégie le mode quand même le moins coûteux ou privilégiant l'établissement le plus proche. Comment, pour résoudre cette contradiction de fait, qui n'est pas systématique, mais qui peut donner lieu à interprétation, avez-vous une réflexion sur ce sujet? Alors, notre système normalement organise, et les textes sont ainsi faits, normalement, c'est bien le système le moins coûteux qui doit être utilisé pour effectuer le transport. Alors, ça relève déjà de la prescription pour finalement savoir si on est dans le cadre d'un remboursement d'un transport en commun, je fais exprès de le rappeler, ou d'un transport personnel, ou on l'oublie un peu, ou si on est dans le cadre de prise en charge plus technique finalement par un système ou un autre. Je mets le taxi dans la prise en charge technique pour pas qu'il y ait à nouveau pas de méprise sur ce que je souhaite dire, puisque finalement c'est aussi un transport technique avec chauffeur. Enfin, il y a une obligation d'ailleurs de connaissance de premier geste. Voilà, exactement. Mais qui constitue incontestablement aussi un volume financier et donc un revenu pour les taxis agréés. En moyenne, je crois que la Cour des comptes citait le chiffre de quelques 30 000 euros par an en moyenne de revenus sur l'ensemble
Voilà. Ensuite, en matière de liberté de choix, à partir du moment où la collectivité permet différents types de prestataires, dont, à mon sens, on devrait quand même un jour ou l'autre aboutir à ce que le prestataire qui réalise la même prestation soit payé au même prix, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un différentiel, disais-je, en ce qui concerne les TAP transports assis personnalisés, entre d'un côté le VSL et de l'autre le taxi, ce qui va nous renvoyer quand même à une question qu'on n'a pas complètement fouillée, c'est-à-dire la politique d'agrément de la part des ARS et la politique de conventionnement de la part des caisses primaires d'assurance maladie et de ce système de vase communicant, dans la mesure où le plafonnement global permet de transformer des véhicules d'une partie à l'autre, en ce cas le VSL, enfin d'ambulance en VSL, et donc de ce fait aussi d'avoir la possibilité même de monnayer la vente des autorisations de transport ambulance. Je crois que le chiffre actuellement de négociation, le montant de négociation d'une autorisation de transport affectée à une ambulance tourne aux alentours des 250 000 €. Donc finalement, la valeur est liée à la rareté définie par la contrainte d'agrément qui, de saint point de vue, est légitime, mais finalement, c'est un profit qui est un profit de nature privée qui est défini par une autorité publique, ce qui, quand même, dans le système de protection sanitaire et sociale, laisse quelque peu perplexe. Bon, on pourra revenir sur ce sujet après. Oui, je reste quelques instants sur le sujet du libre choix. Ouais. Donc à partir du moment, juste parce que je crois que je n'ai pas tout à fait fini. Non, vous n'avez pas terminé, c'est moi qui vous ai interrompu. Sur le libre choix, à partir du moment où on donne le choix, pour moi, le seul libre choix, c'est l'entreprise de transport, si c'est le patient qui choisit, ou finalement, entreprise de transport en général, sanitaire ou taxi. Mais c'est le seul choix, normalement, qu'il doit être en capacité de faire, et donc, normalement, avec un écart de coût qui est, je dirais, accepté d'une manière ou d'une autre par la collectivité, qui peut être lié aussi à des phénomènes d'offres à un endroit donné sur le territoire. On sait comme ça très bien que on est en défi, pour des tas de raisons, y compris d'ailleurs de tarification pendant un certain temps. Je ne sais pas aujourd'hui, c'est pour ça que je ne me prononcerai pas sur savoir si les tarifs VSL sont adaptés ou pas adaptés. Au moment où j'ai rédigé mon rapport, ils ne l'étaient clairement pas. Enfin, par rapport il y avait un souci, je l'ai écrit. Maintenant, ils ont réévalué, donc je ne peux pas répondre sur cette question-là. Il y a eu 2 avenants qui ont été... je ne sais plus, mais en tout cas, il y a eu deux avenants de passé depuis et qui ont conduit à réévaluer essentiellement le transport VSL. Donc, je n'ai pas d'éléments sur ce sujet-là. Mais donc, pour des questions aussi de rareté d'un certain type de population, par exemple VSL à Paris, il n'y en a pas beaucoup, pour des raisons aussi qu'on peut expliquer. Il est tout à fait logique que le patient puisse recourir à telle ou telle entreprise. Et puis un patient qui vient régulièrement, qui a des transports réguliers, on peut bien comprendre qu'un service soit parfaitement réalisé et qu'une logique de confiance s'instaure avec tel ou tel prestataire privé. Moi, j'ai aucun souci là-dessus, à partir du moment où on reste dans les conditions définies par les lois et règlements sur la manière dont on recourt à ce prestataire et qui se prend en charge par la collectivité. Le libre choix, d'ailleurs, à mon sens, doit s'arrêter, enfin, le libre choix, et quand même, il est assez intéressant, à mon sens, que la collectivité soit aussi capable, c'est ce que j'évoquais au niveau des établissements tout à l'heure, de proposer des services de qualité qui fassent que l'on aille quand même vers le moins coûteux, style transport partagé, voire des modalités de transport qui fassent qu'on ne soit pas juste à l'individu, mais qu'à partir du moment où on passe à du transport un peu plus de masse, on sache mieux organiser le transport avec, je dirais, comme je l'évoquais dans mon rapport, voire pourquoi pas, dans certains cas, jusqu'au minibus. C'est quand même assez affligeant de voir des files
de transporteurs de VSL ou de taxi, ou un mélange des deux, en entrée ou en sortie d'établissement de santé. On peut peut-être faire mieux quand même, y compris pour la planète. Donc il y a tout un tas de raisons qui fassent que ce libre choix doit se faire néanmoins dans un cadre où, et c'est normal, on doit essayer de privilégier la logique la moins coûteuse, et qu'à partir du moment où on considérerait, où on est capable d'organiser du transport plus collectivisé quand c'est possible, quand c'est pas pour tout le monde, hein, je ne sais pas à dire que tout le monde doit être transporté en minibus, c'est pas du tout mon propos, mais quand c'est possible, ou faire du transport, rien que déjà de faire du transport partagé, que cela puisse être réalisé, y compris en taxi d'ailleurs. Je crois qu'il est, voilà, pourquoi pas. Enfin, à partir du moment où on est sur le secteur, il n'y a pas de raison qu'on ait aussi ce type de distinction. Voilà. Donc c'est la limite pour moi du choix de recours de l'entreprise, qu'on ne puisse pas dire ah non, moi je ne prends pas du transport partagé, j'ai les mêmes conditions de remboursement, mais parce que je suis habitué à monsieur un tel qui est charmant avec moi. Voilà. Alors, non, pour terminer, parce que malheureusement les contraintes de temps sont les excusez-moi. nôtres. C'est pour ça que je condense. J'aurais encore plein de choses à vous dire. Mais bon. Je condense malheureusement mes différentes interventions, où je vous coupe un peu dans votre propos, pour que l'on puisse retirer un peu la substantifique moelle de votre rapport, et qu'à votre réflexion sur cette problématique d'agrément, et finalement qui détermine, et de conventionnement, qui détermine aussi du fait d'une offre contingentée, finalement des prix de cession en fait de ces autorisations, qui, tout de même, de par leur volume et leur importance, laissent quand même quelque peu perplexe. Quel est votre sentiment sur le sujet? Alors, c'est assez complexe, puisque le fait qu'une activité économique puisse être transmise moyennant financement, ça existe dans beaucoup de secteurs, hein, sur le fond. Ça ne serait pas limité. Oui, non. Voilà. Non, mais la différence, c'est que d'un côté, il y a le secteur libre, matériel, et puis l'autre qui est adossé sur un environnement extrêmement socialisé de par son financement. Oui, mais enfin, je dirais, les médecins vendent aussi, ou vendaient, quand c'était vendable, ou les pharmacies vendent leur clientèle aussi. Donc c'est pas... J'entends bien, mais le propos est le même. On est dans la même logique. Voilà, là on a néanmoins, ça reste comme une activité privée qui est évidemment très financée, mais ça reste une activité privée. Donc à partir de là, moi j'ai pas de souci qu'on puisse quelque part dans cette logique-là d'organisation, j'ai pas trop de soucis. Néanmoins, ça reflète certainement quand même à un moment donné le fait que nos quotas ou nos éléments sont peut-être pas bien situés et que c'est peut-être pas une logique économique très forte que d'avoir ces coûts qui perdurent en quelque sorte et qui sont... on peut avoir intérêt à desserrer l'offre en quelque sorte pour réduire ces coûts qui de toute façon à un moment donné se retrouvent aussi dans le coût de la prestation. Donc ça veut dire qu'on est certainement économiquement à un mauvais niveau de l'offre. Voilà, inadéquation entre offre et demande. Voilà, ça se traduit par ces coûts de... Voilà. C'est juste pour... Tout à fait. Non, mais on en sommes bien d'accord. Tout ceci ne fait que souligner la tension et donc l'insuffisance d'organisation, de fait, de la prestation par rapport aux besoins légitimes des patients. Absolument. Juste un point pour terminer. Dans ces tensions-là, et je m'arrête là, oui. Pour moi, un élément aussi important, notamment dans la problématique TAP, c'est de faire en sorte que justement tout le monde soit à peu près soumis au même... Enfin, c'est la même prestation, que tout le monde soit soumis à peu près aux mêmes contraintes, et du coup, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est un petit peu dommage. Et je m'arrêterai là. Merci, Monsieur Essartier, pour avoir su condenser votre propos dans l'heure qui vous était impartie. Si vous avez d'autres éléments de réflexion, et notamment marqués par leur caractère opérationnel, tant sur le plan réglementaire, voire sur le plan législatif, l'AMEX en fera son miel, et nous vous remercions pour tous vos travaux. On va s'en alimenter. Très volontiers, monsieur Essartier.